Bonjour, en tant que membre du comité de rédaction de Géochronique depuis une petite dizaine d'années et également collègue et amie de Brigitte depuis qu'elle est entrée à l'Institut de paléontologie du Muséum où j'étais déjà depuis fort longtemps et il y a déjà quelques années, n'est-ce pas Brigitte? C'est une collègue et amie évidemment et elle est actuellement professeure justement au Muséum national d'histoire naturelle. C'est une paléontologue internationalement connue et reconnue. Elle est chevalier d'honneur et des Légions d'honneur. Et elle a un nombre de distinctions et prix que je ne vous énumérerai pas, sauf deux. Un auquel je tiens évidemment en tant que femme scientifique, puisqu'elle a eu le prix Irène Joliot-Curie qui distingue les femmes scientifiques de l'année, c'était en 2008. Et un second qui est le Grand Prix Albert Gaudry de la SGF, 10 ans après. Et ça montre bien que ce Grand Prix Gaudry couronne non une paléontologiste seulement, mais également une géologue de terrain talentueuse et qui a beaucoup travaillé. Depuis 1986, Brigitte assure la direction, les gestions financières et logistiques des expéditions nombreuses en Afrique. Je n'énumérerai pas tous les pays dans lesquels elle a travaillé, elle vous le dira elle-même si elle le veut. Et dans ces pays ont été découverts notamment des restes d'hominidés, d'hominides, d'hominoïdes, de grands singes, une faune de mammifères très importante, et des flores et des faunes, etc. Et ces faunes, flores ont été étudiées et publiées dans un très grand nombre de publications scientifiques. Mais ce n'est pas seulement ça. Brigitte nous offre un grand nombre de publications grand public où elle traite des problèmes plus généraux ou qui intéressent beaucoup de monde et que je vous conseille d'aller regarder. Bien, Brigitte en 2017 avait déjà coordonné un dossier pour Géochronique. C'était un regard sur l'origine de l'homme. Et quand on lui a demandé, parce qu'on avait beaucoup aimé travailler avec elle, c'est un excellent coordinateur, ce que l'on ne peut pas dire de tout le monde, mais enfin, elle, c'est un des meilleurs. Donc, je vais dire que ce dossier qu'elle avait créé, on a demandé d'en faire un autre. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et justement, elle nous a proposé le sujet de Jeep. Alors, Brigitte, je te demande pourquoi tu as choisi ce sujet-là. Alors, je pourrais répondre, d'abord bonjour à tous, je pourrais répondre par une petite pirouette, pourquoi pas, c'est un sujet comme un autre, mais au-delà de ça, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, car je travaille sur les dunes depuis 91, dans le désert de Namib, et je trouve que c'est un milieu fascinant dont on ne parle pas toujours assez, ou en tout cas, on ne peut pas toujours ressortir la qualité paléontologique, on parle beaucoup de la géologie, bien sûr, mais la paléontologie, souvent, n'est pas aussi valorisée, et je me suis dit, c'est peut-être un moyen de faire un bon dossier générateur, enfin de regroupement, fédérateur, pardon, avec des collègues d'horizons différents. Eh bien, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes de dire? Comment tu as choisi les sujets? Alors, les sujets, ils ont été choisis un peu de manière tout à fait, j'allais dire pas hétéroclite, parce qu'il y avait quand même une tendance là-dedans très orientée. Il y a bien sûr quelque chose de très général. Il fallait aller du sable aux fossiles. Alors, d'abord, il y a une partie. Alors, je me permets de vous passer un petit PowerPoint rapide si j'arrive à le mettre en route, parce que ce n'est pas toujours gagné. Écran partagé. Voilà. Est-ce que vous voyez... Ah ben, je commence par... Voilà, très bien. Voilà, eh bien, alors justement, ce dossier, je l'ai choisi, organisé en trois parties. En fait, une partie qui concerne la dynamique des dunes, donc on parle de la géologie pure, de la structure des dunes, et dans ce travail, il y a l'approche de 4 dossiers, qui sont d'abord le papier de Loïc Ségalen sur la morphologie des dunes, qui nous fait comprendre ce que c'est qu'une barkhane, ce que sont des dunes étoilées, comme ici dans le désert de Namib. Donc, c'est avant tout de la structure. Ensuite, j'ai trouvé intéressant que l'on traite un peu des dunes sous-marines, parce qu'on n'en parle pas souvent. Or, ce sont des milieux qui sont fondamentaux pour l'économie, en particulier la protection du littoral, et aussi quand on veut bâtir des grands ouvrages comme le tunnel sous la Manche, par exemple. Il faut connaître ces niveaux. Alors, c'est ma collègue Sophie Lebot qui s'en est chargée, qui a fait un travail très intéressant. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, bien sûr, il faut absolument lire ça. Et par ailleurs,
on a été sur la terre, sur la mer, mais les dunes de Mars m'ont toujours fascinée. Et j'en avais beaucoup parlé avec Pierre Rognan à une époque. Et puis malheureusement, Pierre est décédé trop tôt, on n'a pas pu continuer sur ces voies-là. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir accès à des collègues proches de moi, notamment à Sorbonne Université, mais pas seulement, qui travaillent exclusivement sur les dunes extraterrestres. Et donc, il y a un petit article passionnant sur ces dunes de l'univers. Enfin, dans ce côté donc très dynamique et très structuré des dunes, il me semblait intéressant et là c'était un choix tout à fait personnel, je l'assume, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur un week-end de diffusion pour le CNRS qui était lié justement au désert. J'ai rencontré mes collègues qui travaillent sur le champ des dunes et donc je leur ai demandé un petit papier là-dessus et vraiment c'est passionnant. Ils nous emmènent au sein de la structure du sable pour voir comment ça chante, si on chante différemment, la musicalité des dunes. C'est un univers poétique qui souvent nous échappe un peu, mais c'est passionnant aussi. Enfin, la deuxième partie du dossier est organisée sur du vivant. Alors, du vivant vivant et du vivant mort, si je peux dire. D'abord, un travail par mon collègue Anthony Aurel du Muséum sur l'adaptation aux milieux extrêmes. Donc, il nous parle des animaux, bien sûr, un peu des plantes. D'ailleurs, je vous ai mis sur cette photo ces caractéristiques. C'est un lézard et qui a une tête très aplatie, ça les aide à fouisser. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que la plupart de ces animaux vivent, évidemment, pour se mettre au frais sous le sable et ce qui nous emmène notamment au passé et notamment les éolianites. Alors, j'ai demandé spécifiquement à Loïc, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant, de nous parler des éolianites qui sont donc des dunes fossiles. Et dans ces dunes fossiles, nous avons trouvé énormément de fossiles. Alors que ce soit des bioturbations, comme ici, avec tous ces restes de racines, quelquefois des œufs de ratite, qui nous ont d'ailleurs permis de faire une biostratigraphie du désert. Et puis, quelquefois, on a des restes osseux, soit du carnivore, comme des hyènes. On a eu des restes osseux d'Oryctéropes, de beaucoup de petits rongeurs. Donc, on peut voir que ces dunes ne sont pas désertes, mais elles sont en fait extrêmement riches en vie. Enfin, j'ai voulu donner un petit clin d'œil rapide sur les rapports entre les fossiles, les dunes et les diamants. Travaillant dans la zone interdite avec les mines de diamants, avec la Namdeb actuellement, ça me paraissait intéressant de faire ce petit clin d'œil et que ce sable qui finalement s'est accumulé au cours de millions d'années, eh bien, ce sable a recouvert toute une série d'activités minières et en lien avec ces activités minières, des prospections de niveaux fossiles ont été faites, au sein desquels on a trouvé des fossiles. Donc, il y a un lien très, très fort dans cette région entre l'activité minière, les dunes et les fossiles. Donc, un petit chapitre rapide, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, pour l'histoire de la géologie et de la paléontologie, mais l'histoire minière en géologie est intéressante. Enfin, dans le dernier volet de ce dossier, un aspect plus sociétal avec la désertification et tout ce que ça apporte au niveau justement de la vie des gens. Donc, il faut comprendre l'environnement, comprendre aussi l'impact que ça a sur la vie. Et justement, j'ai demandé à Christian Valentin de l'IRD de nous parler un peu justement de la structure des sols, de la dégradation des sols, savoir comment évoluer les sols dégradés, qu'est-ce qu'on appelle un sol dégradé, qu'est-ce que la désertification. On ne sait pas toujours bien ce que c'est, il y a des définitions très précises, donc il nous parle de tout cela. Et enfin, pour terminer ce dossier, un projet aussi sociétal et fort intéressant, la Grande Muraille Verte, qui est un projet de reforestation de l'Afrique, de Saint-Louis du Sénégal à Addis Abeba. Alors bien sûr, c'est un projet qui s'étend sur 7600 km, c'est énorme. Et malheureusement, ou heureusement, pardon, tiens, attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème technique, là tout est parti. Ce projet est fort intéressant. Il inclut les populations locales, il est basé sur des systèmes de petites pépinières, d'action locale des femmes, de
polyculture. Et alors, il marche bien au Sénégal pour l'instant. C'est un peu plus compliqué dans les pays du Sahel, plus intérieurs à l'Afrique, pour des raisons géopolitiques, évidemment. Mais bon, c'est un bon départ et puis il faut leur souhaiter bonne chance, bien évidemment. Et enfin, dans le dossier, la partie, pas dossier, mais la partie terrain, j'ai voulu donner la priorité à une dune qui est la plus haute d'Europe, qui est une française, alors un petit cocorico au passage, la dune du Pilat, que nous présentent Patrick de Wever et Jean-Pierre Tastel. Alors Patrick nous donne une information un peu générale sur la dune, sur son histoire, et Jean-Pierre nous parle plutôt de sa préhistoire, puisqu'il nous fait remonter à près de 4000 ans dans cette dune française. Voilà, donc c'était un petit, un voyage un peu rapide dans les dunes. Je n'ai pas pu tout traiter, hein. C'était très frustrant parce qu'on aurait pu parler de dunes mésozoïques, paléozoïques, enfin on peut faire plein de choses, mais je me suis dit que c'était aussi un moyen, et notamment grâce au désert de Namib, de faire un lien très fort entre géologie et paléontologie. Les paléontologues souvent sont un petit peu oubliés, alors je sors ma casquette paléontologue et là on avait tout. Voilà. Bien entendu, j'approuve cette casquette paléontologue. Bon, mais Brigitte, si tu as fait un très beau dossier encore cette fois-ci, mais quels sont les sujets que tu aurais voulu aborder sur ces dunes encore, que tu n'as pas pu faire? Il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire, évidemment, puisque dans un dossier, c'est forcément limité. Alors, je parlais des dunes mésozoïques, par exemple, ou paléozoïques. Là, il y avait tout un dossier à faire, à la limite, dessus. Après, il y a des déserts dont on parle moins. On en parle beaucoup au niveau touristique. Par exemple, le désert de Gobi, moi, c'est un désert qui est bien connu pour ses fossiles, mais c'est un désert plus intérieur. Il serait été intéressant de développer cet aspect-là. Il y a un autre aspect que j'aurais aimé aussi voir traité, c'est la formation de ces grands déserts de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Ouest australien et de la Namibie, puisque c'est la même histoire. Mais c'est aussi un autre domaine. Donc, il y a plein de choses, il y a toujours plein de choses à faire. Donc, pas vraiment frustré parce qu'on a sorti quelque chose, mais ce sera peut-être un autre collègue qui reprendra ça dans quelques années. Merci Brigitte. Et maintenant, une dernière question. Si on te propose dans un an ou deux de cornaquer un autre dossier, qu'est-ce que tu choisirais? Je suis à la retraite. Bon, si. C'est ça. Alors là, franchement. Non, il y a une chose qui m'intéresse, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que je sois la meilleure pour le faire. Moi, je pense que ce serait intéressant justement, c'est le contact avec ces villes minières fossiles qui m'a intéressée particulièrement. Et je me demande si on ne pourrait pas faire quelque chose justement sur les activités minières au cours du temps de par le monde. Alors, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit, mais quand je vois toutes ces mines là, qui sont recouvertes de sable depuis 50 ans, 60 ans, tout est abandonné dans la nature et finalement, ça fait partie d'un patrimoine et d'un patrimoine économique, géologique et paléontologie d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen de faire un petit quelque chose là-dessus, mais j'ai d'autres idées, on en reparlera. Je suis sûre que du côté des mines, tu trouveras vraiment des acteurs pour t'aider du côté du BRG. Hein. C'est leur domaine aussi. Oui, oui, c'est pas mal non plus, oui, absolument. Je pense que maintenant, on va te livrer aux questions de notre public qui est arrivé nombreux. Merci Brigitte. Merci à toi, merci à toi. Merci Brigitte pour cette présentation très synthétique de ce dossier. J'invite les personnes qui sont actuellement en ligne d'utiliser la fonction Zoom discussion qui se trouve tout en bas pour pouvoir poser leurs questions que je pourrais lire comme cela. Pour l'instant, je n'en ai pas. Tout était trop clair. Oui, ça c'est certain. Voilà. On peut revenir à ce que tu as dit. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui va... Attendez, peut-être, ça arrive. Bon, je laisse Françoise parler un petit peu. Je pense que ça va arriver et puis je vais vous les livrer au fur et à mesure. Les déserts de Gobi, de la Outback australien, la Death Valley, tout ça, je les ai traversés pour aller chercher mes fossiles parce qu'ils ne sont pas dans les déserts, mais ils sont tout à côté. C'est un milieu absolument passionnant. Et effectivement, c'est tout à fait normal d'avoir envie d'en parler.
Oui, mais j'allais dire même, moi, une chose qui m'a vraiment passionnée dans le Namib, c'est qu'on a même trouvé des nids d'araignées fossilisés dans les éolianites. Et ça, c'est des choses, c'est magique, quoi, quelque part. Donc, c'est vraiment, il y a des conditions de fossilisation, il y a des, enfin, c'est tout un milieu. À mon avis, ils sont perdus dans les dunes, les questions. Alors, ça y est, je vais vous les livrer. Alors, nous avons un commentaire de Jackie Roussel, alors, qui nous dit sur Dune de Namibie et région Namibie, quelle information a-t-on recueilli sur l'évolution du climat et quelle explication de cette évolution climatique? Moins de désert dans le Cénozoïque ou Quaternaire. Alors, excusez-moi, je lis. Oui, mais non, je lis, j'ai très bien compris. Voilà. J'ai très bien compris. Ça mériterait on a fait presque un livre dessus, alors ça mérite un peu de temps. Alors justement, dans le désert de Namib, on a trouvé ces éolianites, donc ces dunes fossiles. Et moi, c'est une chose qui m'intriguait parce que j'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas faire de stratigraphie dans les dunes. Or là, nous avons trouvé des niveaux avec des œufs de ratites. Je vous ai montré une photo tout à l'heure. Alors les ratites, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, apparentés aux autruches. Et ces œufs de ratites avaient tous des systèmes de pores différents. Et on ne trouvait jamais deux types dans le même niveau, mais superposés. Ce qui nous a donné l'idée de regarder cette superposition. Et on s'est aperçu que dans cette superposition, on n'avait pas seulement que des œufs d'oiseaux fossiles, mais on avait aussi, dans certains cas, des mammifères. Des mammifères qui avaient été bien datés dans d'autres régions d'Afrique. Donc, du coup, on a commencé à bâtir cette stratigraphie. On a aujourd'hui une dizaine de niveaux qui sont répartis d'à peu près de 20 millions d'années à l'actuel, avec toute une série d'œufs de ces œufs fossiles. Et cette stratigraphie a permis de faire des comparaisons avec d'autres pays. Par exemple, elle a été des œufs qui ont été trouvés en Arabie Saoudite ou d'autres trouvés au Kenya ou encore dans d'autres pays. Et bien finalement, qui étaient trouvés au milieu de masses de mammifères, ce qui n'est pas notre cas, mais sur ces niveaux-là, sur ces gisements-là. Et bien, ce qui était intéressant, c'est que les âges qui étaient évalués dans les autres pays correspondait à ce qu'on avait, nous, estimé. Alors, pas aussi précisément, parce que sur une éolianite, on ne peut pas dater au millimètre près, c'est vraiment à la seconde près, c'est vraiment les fossiles qui nous aident, et c'est par comparaison biostratigraphique, et puis biochronologique par la suite. Donc, on a déjà cette échelle. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dans ce désert la rivière Orange. La rivière Orange, elle coule depuis très longtemps et elle a notamment transporté les diamants qui viennent d'Afrique du Sud. Ces diamants ont été dégueulés dans les rivières au bord desquelles vivaient des animaux. Et donc, ces animaux sont morts au bord des rivières, associés aux diamants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les terrasses de la rivière Orange, nous avons trouvé plusieurs niveaux de terrasses avec des faunes différentes. Mais ces faunes sont particulièrement importantes parce qu'elles nous donnent aussi un apport sur le climat, sur l'environnement de ces époques. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que dans le Miocène inférieur, on avait un milieu qui était un milieu tropical subhumide, très peu de désert, quelques points qui étaient un peu qui s'asséchaient, mais globalement, on avait une rivière avec des éléphants, on avait des prodinotères, on a donc des ancêtres des cousins de l'éléphant, on a toute une série de faunes, des crocodiles, on a donc des faunes plutôt tropicales. Et petit à petit, vers 15 millions d'années, là, on a vraiment un apport massif de désert. Les éolianites sont beaucoup plus importantes. On a beaucoup moins de ces éléphants disons, de milieux plutôt subhumides. Et alors que le milieu est toujours tropical, on a quand même des milieux beaucoup plus secs. Et à ce moment-là, on voit apparaître des niveaux d'éolianites qui sont quasiment, où il y a moins de mammifères, mais de plus en plus de ces œufs d'autruche. Donc, au cours du temps, on voit ce changement, et ce changement qui finalement va se passer aux alentours de 16 millions d'années, c'est un changement climatique qu'on voit tout autour de l'Afrique, enfin, au sein de l'Afrique, puisqu'on le retrouve en Afrique orientale, et c'est aussi un changement qu'on va répertorier en plus
en Europe et en Asie. Donc, il y a vraiment un milieu, un changement climatique global, mais il y a en plus quelque chose de local avec l'établissement du désert vers 20 millions d'années environ. Brigitte, J'ai répondu à votre question. Oui, je pense. Il n'y a pas de commentaires supplémentaires. On va avancer. Il y a d'autres questions qui sont tombées. Alors, j'arrête de parler parce que je peux en parler longtemps de ça. Alors, je vais les donner dans l'ordre d'arrivée. Alors, on a une question de Driss Ouarache qui demande: est-ce que l'on connaît l'âge du désert saharien et le lieu où il aurait commencé? Alors, le désert du Sahara, c'est un désert qui n'est pas un vieux désert. C'est un désert qui n'est pas très ancien, qui a à peu près une dizaine de millions d'années. Si on prend par exemple l'Égypte, alors l'Égypte c'est un petit peu en dehors, mais à 10 millions d'années, on a des milieux qui ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui en Afrique centrale, avec des animaux qui vivent aujourd'hui dans des milieux de forêt en Afrique centrale. Donc, ce désert du Sahara s'est mis en place un peu après 10 millions d'années, aux alentours de 8-7 millions d'années environ. On a peu de données dans les pays d'Afrique occidentale. On a beaucoup plus de données sur les pays comme le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, où on a quelques niveaux fossiles, mais ce ne sont pas des niveaux désertiques et ce sont des milieux souvent plus anciens. Mais disons, les premiers stades, au sens paléontologique, hein, j'entends bien, sont aux alentours de 7-8 millions d'années, quelque chose comme ça, dans l'état actuel de mes connaissances. Alors, on a une question de Jérémy Mesto, qui veut dire bonjour, qui vous remercie pour ce dossier. Alors, votre intérêt pour les dunes a pu se développer grâce à de nombreuses missions que vous avez pu mener. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir un peu sur l'historique de ces missions? Est-ce que le contexte actuel, hors pandémie bien sûr, est selon vous propice à ces missions ou au contraire plus compliqué? Je pense par exemple au contexte géopolitique saharien. Les missions, c'est jamais simple, hein, c'est toujours administrativement compliqué, mais une fois que ça marche, ça marche. Alors, dans mon cas très précis, pour ce qui concerne la Namibie et l'étude du Namib, j'ai eu peu de problèmes. En fait, je me trouvais, cette mission s'est montée un peu de manière bizarre. J'ai travaillé au Botswana, dans les Haha Hills, à la frontière de la Namibie, dans des remplissages de dolomites protérozoïques. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller en Angola, toujours dans des remplissages de dolomites protérozoïques. Et malheureusement, alors, au Botswana, les faunes étaient trop récentes pour moi, c'était du Pléistocène. C'est pas que c'était pas intéressant, j'y ai quand même décrit du matériel. Mais en Angola, je me suis trouvée dans les mêmes styles de situation où on avait des niveaux de 1,5 million, 2 millions maximum, ce qui était pour moi un peu jeune. Mais de plus, l'Angola, à l'époque où j'y ai travaillé, c'était en 1990. Au moment d'ailleurs où la Namibie a eu son indépendance, là, il y a eu 2000 morts dans la région après qu'on soit parti. C'était catastrophique. C'était encore les problèmes entre les rebelles et le gouvernement. Donc, on a arrêté cette mission Angola. Et puis, réalisant que la bande de dolomites qu'on trouve en Botswana, en Angola, traversait le nord de la Namibie, il était évident qu'on devait trouver des choses en Namibie. Donc, on a contacté le service géologique namibien et il y avait notamment un gisement qui était connu par les Anglais au British Museum de Londres, au Natural History Museum. Il y avait un tiroir dans lequel on a trouvé un bout de brèche qui venait de la mine de Bergaokas, au nord-ouest de la Namibie, à l'est de Grootfontein. Je me rappelle, si je me rappelle bien, c'est collection Spencer 1929 et c'est 13 miles à l'est de Grootfontein. Et donc, on a voulu aller voir ces fossiles. Et on en a fait une demande. Il s'est avéré qu'une équipe américaine avait fait la demande juste quelques semaines avant nous. C'est ballot quand même. C'était quelque chose qui datait depuis longtemps. Et puis finalement, on a fait une mission commune. Et c'est lors de cette mission que Martin Bickford allait trouver le premier fossile retrouvé sur les crassiers de mine était un crassier d'un hominoïde miocène, donc d'une forme de grand singe miocène, qu'on pensait, nous, être à peu près de 2 millions d'années, et en fait, pas du tout. Quand on l'a dégagé sur place, on a gardé les rongeurs, on les a envoyés à Pierre-Main à Lyon, et Pierre nous a dit, ces rongeurs, ils ont 12 à 13 millions d'années. Donc, ça fait un petit peu de bruit localement, et à l'époque, la CDM, donc la compagnie diamantifère, la CDM Pty Limited, le géologue principal cherchait des paléontologues pour dater les dépôts des diamants.
Et comme notre découverte a fait un peu de bruit dans les journaux locaux, nous avons été invités par la compagnie minière. Alors, la première année, je n'ai pas eu le droit d'y aller parce qu'ils ne voulaient pas de femmes. Donc, je suis restée à laver du fossile, à passer à l'acide du fossile pendant des semaines. Et puis, l'année d'après, j'ai été invitée. Et bien voilà, c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté depuis, enfin, sauf depuis cette année. Finalement, je me suis trouvée dans une région minière où il y avait énormément de fossiles dans ces terrasses de la rivière Orange. Et puis, le collègue, le géologue, le John Ward, était un spécialiste des déserts. Et ils avaient trouvé en plein désert, à 60 km au nord de Rangemund, des cailloux, des jaspes, des péridots, il y avait des bifs, les Banded Iron Formation Stones qui viennent d'Afrique du Sud. Et classiquement, les diamants dans cette région sont associés à ces minéraux et à ces roches. Mais c'était en plein désert. Et donc, il a dit, il faut que tu me trouves du fossile. Et je lui ai dit, mais mon pauvre John, il y a beaucoup trop de gypse, on ne trouvera pas de fossiles, les fossiles vont être un peu… Et effectivement, on n'a pas trouvé de fossiles, mais ça m'a intriguée parce qu'il nous a montré des éolianites de la région. Et du coup, on a trouvé dans d'autres éolianites, les premiers restes d'os fossiles, d'œufs fossiles et de rongeurs fossiles. Et c'est comme ça que la mission a démarré dans les dunes en Namibie. Après, nous sommes allés bien sûr toujours dans le Namib, mais dans le parc du Naukluft. Et j'ai eu l'occasion de traverser 2 fois le désert de Namib du nord et au sud. Et il y a plein d'éolianites, mais c'est logistiquement difficile, non pas pour des raisons géopolitiques, c'est logistiquement difficile parce que c'est les traversées des dunes les plus hautes du monde. Et je peux vous dire, quand je les descendais en voiture, où j'entendais les dunes, et c'est pour ça que les champs des dunes sont importants, on entend ce grondement sur 70 mètres à 100 mètres de dénivelé. Je peux vous dire qu'on se demande comment on va arriver à l'arrivée. Mais on y arrive. Et donc, en Namibie, c'est plutôt de la logistique, disons, de terrain. Dans les autres pays où je travaille, comme l'Ouganda ou le Kenya, pour l'instant, nous n'avons pas de problème de géopolitique. Ce serait plutôt de la géopolitique américaine qui essaye de tout manger sur place. Mais ça, je veux dire, ça se passe partout dans la science, il ne faut pas s'affoler. On s'en sort très bien, on continue à travailler. Cette année, ce sera un certain temps, puisque j'ai lancé la mission Ouganda en 1985, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant. Et nous y sommes allés tous les ans, sauf l'année dernière et cette année. Voilà. Donc, je suppose que, par exemple, je voudrais travailler au Niger, dans la région proche du Mali. J'y ai repéré avec mes collègues sur les cartes de Google Earth des endroits qui sont potentiellement intéressants, liés à la découverte de fossiles qu'on avait au laboratoire, au muséum à Hambourg depuis 1964. Cette région actuellement est systématiquement balayée par ACMI. Donc, il est bien évident que depuis 2008, j'essaie d'y aller, mais que là, la géopolitique me bloque dans mon travail. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu, Jérémy? Ouais, je pense, parce qu'en plus, on avait une question similaire à laquelle vous avez répondu sur pourquoi vous êtes arrivé à travailler en Afrique. Donc, c'est parfait. Il répond très bien, merci, Jérémy Melton. Une question qui est peut-être en marge avec vos sujets de recherche, mais je vous la pose quand même, qui est arrivée sur YouTube, parce qu'on diffuse en même temps sur YouTube. Ah oui, YouTube, j'ai pas, moi, je vois pas. Voilà. Mais je vais vous la lire. Ça vient de Sébastien M, qui dit: Bonjour, dans une conférence, j'ai vu des dunes sur la comète Chury. Étonnant, il n'y a pas d'atmosphère. Comment on peut… Alors, oui, alors je ne connais pas bien le cas de la comète Chury, mais je peux vous dire que dans l'article qui a été écrit par mes collègues qui ont travaillé sur les dunes extraterrestres, ils ont montré qu'il y avait des dunes à la fois classiques sur Mars, Vénus, Pluton, Titan, mais qu'ils en ont repéré sur une comète. Mais ce n'est pas Chury, je ne crois pas. C'est une comète qui a un numéro. Si vous me laissez 2 secondes, je regarde vite fait, j'ai mon dossier pas très loin. Ils ont trouvé juste… Ah ben, c'est la comète 67P. Churyumov-Gerasimenko, si ça vous dit quelque chose. Et effectivement, ce qui est intéressant dans leur article, et que je vous recommande, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les dunes, elles sont bien plus répandues que l'on le pense habituellement. Et je crois que ça va aider à développer beaucoup de choses. Alors maintenant, pour cette question très spécifique sur
sur la question qui vient d'être posée, je crois que là, il faudrait contacter les auteurs de l'article. Ils seraient certainement mieux à même de vous répondre que moi, parce que c'est vraiment leur milieu de vie, j'allais dire. Alors, je n'ai plus d'autres questions. J'ai un message qui vous est destiné, mais que je vous enverrai ou que vous traiterez un petit peu plus tard, effectivement, sur un projet. Mais là, sur des questions spécifiques par rapport au dossier, je n'en ai plus. Ah mon Dieu. Alors, est-ce que Madame Debrenne veut reprendre la parole pour terminer? Oui, je pense que, mon Dieu, c'est dommage qu'il n'y ait plus de questions parce que tu nous racontais des tas d'histoires en plus de ce que tu nous avais déjà donné. Mais puisque la séance va bientôt se terminer, je te remercie de tout ce que tu nous as apporté et je remercie à tous ceux qui se sont connectés pour regarder ce webinaire qui est le second d'une longue série, je pense, concernant les dossiers géochroniques. Merci infiniment. Merci Brigitte. Merci à tous. Alors moi, je voulais peut-être ajouter juste un petit mot, puis si j'ai encore 2 secondes, justement, c'est que bien finalement, ce dossier, je l'avais dédié à 2 grands spécialistes du désert. C'était le professeur Monod et le professeur... ah ben mince, son nom m'échappe. Ça va plus... ah mince, mon collègue de Jussieu. Rognon, Pierre Rognon, pardon, excusez-moi. Alors, je les ai bien connus tous les deux. Et Théodore Monod nous a quittés cette année. Ça nous a quittés il y a 20 ans, pardon. Et Pierre nous a quittés il y a 10 ans. Et c'est vraiment deux personnes incontournables du désert et qui avaient une vraie passion pour leur désert, et s'il nous manque énormément dans la profession aujourd'hui parce que c'était des bibles vivantes chacun dans leur domaine. Alors je voulais leur faire cet hommage et je ne peux que vous engager à lire leurs articles et leurs livres sur le désert. C'est absolument magique. Voilà. Merci à tous. Nous nous associons bien volontiers à cet hommage et nous allons retourner à leurs écrits. Merci Brigitte, merci à tous. Au revoir. Merci. Je veux juste vous rappeler que ce dossier sur les dunes est disponible dans le dernier numéro de Géochronique, qui est disponible sur notre boutique en ligne, que vous pouvez acheter en format papier ou électronique. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.